Eh bien, Philippe Breneau, je vous présente une femme libérée, Flore Chéry, qui est avec nous, journaliste. Que je connais bien, qui est magnifique. Merci. Bon, eh ben, je ne vous présente pas, alors si vous connaissez bien. Et donc journaliste chez Union.fr. Et donc je viens de vous parler du dernier livre de Valérie Herveau aux éditions Cherche Midi. Ça s'appelle Les dessous des chandelles. Et ça ne parle pas de luminaire, non pas du tout, mais du club libertin le plus célèbre de la capitale, qui a acquis une notoriété certaine grâce à Thierry Ardisson, qui ne cachait pas sa fréquentation de l'établissement. Alors je trouve ça formidable que l'on parle de libertinage sans s'imaginer que ce sont des créatures bizarres comme des animaux dans un zoo. C'est vrai que souvent, quand on va faire des enquêtes sur le monde du libertinage, on aime bien avoir cet angle-là. Là, ce qui est bien, c'est qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Elle en parle de façon très naturelle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais à la lecture du livre, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'écart générationnel et donc de penser que je peux avoir, moi, avec cette femme qui a plus de 50 ans aujourd'hui, malgré toutes les choses qui nous rapprochent, comme par exemple l'envie de monter un lieu à Paris dédié au plaisir. Les chandelles, derrière le mot libertinage ou liberté sexuelle, c'est quand même une institution qui a figé, je trouve, quelque chose des rapports entre les hommes et les femmes. Elle le dit bien d'ailleurs, les femmes sont tenues d'incarner la femme chandelle, c'est-à-dire, je la cite, porteuse de mystère et de révélation. Elle est dans la magie de la puissance. Bref, on s'imagine une fée, une déesse, un truc pas vraiment humain qui doit être vénéré. Et les hommes sont tenus d'incarner l'homme chandelle. Alors, je la cite, c'est pas l'homme qui tient la chandelle, mais l'homme chandelle. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est en gros un homme qui sait se tenir. Je la cite, rien en lui n'est précipité, son sourire est rassurant, son âme tranquille. Et selon l'auteur, ces deux côtés, ce couple bousculerait les codes. Et alors, pour moi, les chandelles, c'est quand même le temple des normes, notamment celle de l'échangisme dans le libertinage. Alors, l'échangisme, c'est une pratique sexuelle que je trouve, par exemple, aujourd'hui, un petit peu dépassée. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Si vous allez aux chandelles, vous y allez souvent déjà en couple hétérosexuel. Mais en ce moment, c'est fermé comme tous les oui, alors, clubs. En ce moment, on parle de quelque chose qui est fermé. Mais moi, j'y suis allée une fois, mais pour une conférence. Donc, je n'ai jamais été aux chandelles. J'ai été dans d'autres clubs. Je ne suis pas en train de me défiler, mais donc je ne sais pas en quoi il était différent des autres clubs. Je ne dirais pas qu'il est vraiment différent d'un club classique où souvent la norme, ça dépend des clubs, mais souvent la norme, ça va être l'échangisme. Les chandelles, c'était vraiment pratiquement que la norme et je dirais que si je devais le distinguer des autres clubs, c'est surtout par la fréquentation qui était une fréquentation très internationale. Là où les clubs, il y avait beaucoup de Parisiens, on pouvait trouver des Américains ou d'autres nationalités. Elle avait une notoriété internationale. Comme on allait au Lido, on allait aux chandelles. Exactement. Ça pouvait être cette même population-là. En tout cas, dans les années 2018-2019, je ne parle pas des années 90 ou 2000, donc plus récemment. Donc si vous allez aux chandelles dans les années, on l'espère y retourner en tout cas en 2021, vous y allez en couple hétéro, il faut passer la porte d'entrée, c'est une vraie étape. Vous avez des remarques sur vos chaussures, sur vos vestes, car il convient de vous conformer à ce qu'on attend d'un homme et ce qu'on attend d'une femme. Et quand vous descendez et que vous souhaitez rencontrer des couples, il y a tout un jeu qui se crée et il convient que ce soit les femmes qui initient le rapport, la connexion entre elles. Pour commencer, parfois des jeux bisexuels sous les yeux de leurs hommes respectifs pour ensuite opérer un switch et coucher avec le mec de l'autre. Et le problème de cette pratique, c'est que non seulement elle invite quand même la femme à avoir une forme de bisexualité, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les femmes, c'est pas imposé, mais ça fait quand même partie du script. Et cette dynamique peut parfois créer des tensions parce que si on veut coucher avec un tel, c'est pas juste une histoire de désir entre deux personnes. Il faut quand même arriver à convaincre son partenaire de coucher avec l'autre personne, d'où l'impression de monnaie d'échange que peuvent ressentir certains partenaires pour faire plaisir à l'autre. Et je pense que les jeunes, s'ils désirent quelqu'un aujourd'hui, ils y vont. Ils sont pas là à calculer ce que fait l'autre, si tu as fait une fellation, donc je te fais un cunnilingus. Ils sont beaucoup plus souples sur les questions de possession et ils baisent en basket, en pantalon, en mini-short. Enfin, on est loin du carcan presque chandelle. Moi, je suis pas convaincue que les jeunes aujourd'hui soient plus libres et soient moins possessifs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, sur la question de la possession, peut-être que ça dépend
dépend des gens. En tout cas, sur les soirées libertines, clairement, il y a une tendance qui est initiée par les jeunes, une nouvelle génération de libertins qui en a un petit peu marre du dress code, des codes Eyes Wide Shut qu'on retrouve beaucoup dans les clubs libertins, de la sélection par l'argent, parce que c'est aussi très cher en fait de rentrer aux chandelles et puis on veut juste s'amuser entre jeunes. Il y a d'autres pratiques aussi, il y a une bisexualité masculine qui est beaucoup plus affirmée dans les soirées chez les jeunes que ce qu'on peut faire aux chandelles. En chandelle, c'est vraiment de très mauvais ton de toucher un autre homme quand on est un homme, alors que ça peut s'assouplir dans d'autres types de soirées plus jeunes. Donc il y a une évolution en fait du libertinage et c'est vrai que les chandelles, ça incarne les années 90, début des années 2000. Et ça reste encore, pour la jeune génération, peut-être que je suis du sexe un peu à la papa et maman. En quelque sorte, j'ai l'impression que les chandelles ont pris le relais du 41, non ? Oui, alors peut-être je connais mal ce relais-là. Parce que c'est un peu comme pour tout. D'ailleurs, il y a eu des clubs à la mode. À un moment donné, c'était le Cléopâtre. Après, ça a été le... Alors, Roi René, c'est encore avant le Cléopâtre. Après, ça a été le 41. Et puis ensuite, les chandelles, non, Philippe Bruno? Là, je parle en tant qu'historienne du sexe. Hein. Voilà, mais on parle aussi... moi, je suis un provincial qui habite Paris. C'est encore aussi... Une petite partie, c'est d'abord Paris, c'est une petite partie de Paris. Et comme vous l'évoquez, par exemple, il y a des façons différentes peut-être de jeunes, mais c'est encore à Paris. Est-ce que c'est pareil dans la province? Est-ce que c'est des choses qui sont très souvent assez différentes? Moi, je connais bien Bordeaux, ça a existé. Il y a eu des clubs. Maintenant, bien sûr qu'il y a toujours une évolution des comportements, mais... je pense qu'il y a aussi des choses très stéréotypées, très parisiennes. Peut-être. C'est une impression. Peut-être. On n'est peut-être pas assez. Non, mais je suis d'accord que le libertinage du Cap d'Agde, ça n'a rien à voir avec le libertinage parisien, sûr, par exemple. Ça, c'est clair. Bon, et alors, autre chose qui me distingue de cette autrice, c'est que nous sommes toutes les deux empreintes d'une sensibilité féministe, mais Valérie Herveau opère une désolidarisation formelle avec le mouvement MeToo et Balance ton porc dont vous parliez. Alors que dans son livre, il est question d'un crime incestueux, d'une famille qui ne sait pas comment écouter les affaires de pédophilie, d'un rapport compliqué avec son corps. Elle a vécu des troubles alimentaires, elle a fait de la psychiatrie, elle a vécu avec des hommes méprisants, humiliants. Elle se positionne parfois comme victime dans son couple, mais malgré ce parcours-là, il y a encore en conclusion de son livre une volonté d'affirmer son détachement des femmes qui ont suivi le mouvement MeToo à la fin du livre pour les dérives. Je crois, Flore Chéri, de toute façon on va la recevoir le 2 avril. Moi j'ai lu son livre. Je crois que c'est une femme qui a en effet un passif très très lourd avant d'être gérante, directrice de ce club. Et je crois que quelque part, elle n'a pas envie de se poser en victime, et c'est cette façon de se sentir droite, de se tenir droite, qui fait qu'elle se désolidarise. Je crois qu'il faut comprendre sa blessure pour avoir un peu d'indulgence sur sa désolidarisation justement des jeunes féministes. Oui, mais les jeunes féministes qui ont parfois participé au mouvement MeToo avaient aussi des blessures et Mais chaque parcours est un parcours bien individuel, sûr. Flore Chéri. J'entends bien, attention aux généralités. Je comprends parfaitement qu'on ait chacun un parcours de vie, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne peut pas être ensemble sur ces sujets-là. C'est le problème des femmes. Et c'est dommage. La solidarité masculine est toujours plus forte que la solidarité féminine. Ça commence au niveau des spermatozoïdes. Bon, moi, en tout cas, je le déplore parce que je pense qu'on aurait tout à gagner à avoir une vraie sororité. Mais bref, il y a un marqueur que j'observe, en tout cas entre deux féministes, celles qui sont anti-MeToo et celles qui sont pro-MeToo. Et ce marqueur, je l'ai retrouvé dans son livre, c'est le sujet des sifflements de rue. Elle le dit dans son dernier chapitre, des sifflements dans la rue, ce n'est pas si grave. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois on parle des sifflements de rue quand on parle de MeToo. MeToo n'a jamais parlé de sifflements, je ne sais même pas d'où ça vient. Moi, personnellement, j'ai évidemment subi du harcèlement de rue comme toutes les femmes, de la drague de rue aussi, je sais faire la différence. Mais dans aucun cas, je me suis fait siffler dans la rue. Il faut m'indiquer les rues qui sifflent à Paris. Alors peut-être qu'on sifflait dans la rue. C'est les rues où il y a les chiens, parce qu'en fait c'est les chiens. Oui, c'est les chiens qu'on siffle. C'est peut-être qu'on sifflait dans la rue dans les années 70, je ne sais pas, mais actuellement on n'est plus dans Tex Avery. On sait se faire complimenter, interrompre, poser des questions, dire bonjour. On se fait parfois insulter dans la rue, mais personne ne siffle. Donc voilà, juste pour dire... Je crois qu'il y a encore aujourd'hui des femmes qui souffrent de sifflements dans la rue. Là aussi, Flore Chéri, je crois que vous faites allez en province, allez peut-être dans d'autres quartiers. Peut-être, non.
En tout cas, ça reste relativement rare. Les hommes, enfin, en tout cas, moi, ça ne m'est, à titre personnel, jamais arrivé. Et je pense que mais le vous êtes un vrai MeToo... pitbull. Comment vous voulez qu'en tant que chien de pitbull, on vous siffle? Mais c'est pas comme... Mais bon, j'ai subi du harcèlement dans la rue. Donc, non, si j'étais vraiment ce pitbull, on ne se serait pas permis de m'insulter. Donc, je vois ce que c'est le harcèlement de rue. Et je vois ce que dénonce aussi le mouvement MeToo. Et le mouvement MeToo, à aucun moment, n'a parlé de sifflement dans la rue. Ça n'a jamais été le cas ou le problème. Oui, mais c'est un des modes de harcèlement. Alors, c'est très vrai que c'est possible, mais là, il faudrait faire une étude. Je ne connais pas d'étude là-dessus. Que le sifflement était une vieille pratique. Hein. Moi, j'ai beaucoup entendu, mais il y a des dizaines d'années, les filles se faisaient siffler. Alors c'est peut-être question de génération, de génération. Moi, je l'ai entendu récemment que ça se disait dans les banlieues de Paris. Qu'elle se faisait siffler. Mais il faudrait encore une étude pour le montrer. Ça, je ne sais pas. Je crois qu'il y a d'autres... Mais ce n'est pas si différent. C'est-à-dire qu'il y a le fait quand même, c'est du harcèlement. Et le harcèlement, c'est pas acceptable. En tout cas, politiquement. Pour moi, alors ça dépend. Ça peut être aussi... Le sifflement était aussi admiratif. Et alors là, on est dans toute la limite dont on parle avec Brigitte, c'est que est-ce que le signalement ou la dénonciation de comportements exagérés, ça c'est évident, ça existe, ne limite pas aussi des comportements de séduction. Hein, c'est ça qui est compliqué. Voilà. Il peut y avoir un sifflement admiratif, ça existait. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui, en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est une pratique qui est relativement passéiste. En tout cas, quand on est dans la rue, très rarement, enfin, moi, en tout cas, jamais, et je connais très peu de femmes qui se plaignent de sifflement. En tout cas, quand elles rapportent des problématiques d'harcèlement de rue, c'est rarement « Ah, il m'a sifflé dans la rue ». Il y a aussi une chose, c'est que... Alors, si on est sur le sifflement, je voulais même écrire un petit texte là-dessus. Parce que moi, je suis originaire de Bordeaux, mais je suis fondamentalement pyrénéen. Dans les Pyrénées, tout le monde siffle. On apprend à siffler. Ma grand-mère m'avait appris, jeune, à siffler. On apprenait à tout le monde. Mais aux autres générations, jamais. Le sifflement, et il m'arrive souvent de siffler. Souvent, on le disait quand on est heureux. À siffler un peu. L'autre jour, je le faisais dans le métro, c'était l'année dernière. Ah bah c'est vous les siffleurs du métro alors. Mais je sifflais d'une espèce d'air joyeux. Bon, pour moi, c'est une sorte de détente, je ne faisais même pas attention. Il y a eu un petit garçon qui a été très très inquiet, qui s'est rapproché de sa mère. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? C'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe plus en milieu urbain, très loin des campagnes ou de la montagne. Là, en montagne, on siffle parce qu'on appelle les gens siffleurs. Mais il y a aussi parce que quand il y a des chasseurs, on a intérêt à siffler. Quand on se promène dans la forêt et qu'il y a des chasseurs, mais c'est vrai qu'en milieu urbain, ça n'existe plus. Voilà, donc en tout cas, je trouve que c'est un marqueur qui montre bien, et puis de cristalliser les débats autour du sifflement de rue qui n'est plus vraiment un sujet. Peut-être. Je trouve que c'est aussi caractéristique Bon, mais vous l'avez aimé ou pas finalement ce livre? Alors, est-ce que j'ai aimé? Moi, de toute façon, tout ce qui parle de sexualité et qui en parle avec les tripes et de façon honnête, et je pense que c'est le livre, moi, ça me plaît dans tous les cas, bien sûr. D'accord. Ça s'appelle donc Dessous des chandelles de Valérie Hervault qu'on recevra le 2 avril. Merci Flore Chéri. Merci. Merci.